traversant de tout ça, en fait, compte, c'est le lien. Ce lien d'attachement. Et j'aime bien, je regarde le titre que Marie-Josée a écrit sur le tableau, s'attacher pour survivre. Et je lui pose la question, est-ce que ça voudrait dire que pour se détacher, ce serait vivre? Et en fin de compte, ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais vue sur ton blog, Marie-Josée, qui était que il est plus facile de se détacher d'un parent bien traitant, bienveillant, que d'un parent maltraitant. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire sur le sujet, et Marie-Josée a tellement de choses à dire aussi, mais elle va être tellement frustrée, parce que dans 20 minutes, 20-25 minutes, je vais l'arrêter, mais elle m'a dit, mais c'est pas grave, tu sais, ils ont qu'à s'inscrire à la formation d'Olivier Trioulier à Espace Thérapie Système. J'y suis 2 journées, donc voilà, si vous êtes frustré, voilà ce que vous avez à faire. Oui, non, c'est très léger comme pub, oui. Merci Pascal. Quand mon mari va partir avec mes notes ce matin, il m'a dit ça a l'air vraiment passionnant ta semaine de formation sur l'attachement. Donc dans tous les cas, je vais m'arrêter à un mauvais moment et à un mauvais endroit. C'est-à-dire en fonction de toutes les séparations, ça va se faire à un mauvais moment et à un mauvais endroit. En plus, de toute façon, je dis comme toutes les séparations, ça va se faire à un mauvais moment et à un mauvais endroit. En plus, en passant après Joël, où j'ai vraiment beaucoup ressenti ce que vous pouviez dire, ça me paraît juste qu'on meurt toujours au mauvais moment et au mauvais endroit. Voilà. Donc j'ai effectivement, là, tel que vous me voyez, vous avez l'impression d'avoir une femme qui va intervenir sur un sujet qu'elle maîtrise totalement. En fait, je vous signale que vous avez une petite fille qui a à peu près entre 0 et 2 ans. Et que mon système d'attachement est totalement activé. Et justement, il va falloir que je trouve des moyens. Alors, dans mes figures d'attachement professionnelles qui sont en face de moi, là, que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie le soutien et la bienveillance, j'espère un petit peu dans le parent que j'ai réussi à internaliser, mais vraiment très 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 fragile, hein, c'est vraiment un parent totalement débutant, mais il va... Comment ? J'ai du mal avec... Il n'y a pas un truc pour tenir. Alors là, mes besoins de sécurité en micro, là, c'est... Ah, super, génial. Là, je vais pouvoir vous montrer. J'aurais dû me demander avant. Tiens, le fait de plus avoir à tenir le micro, condition que je me sente pas complètement intrusée, ça m'a aidé à m'appuyer plus sur mon corps. Voilà. Donc je vous disais que j'avais entre 0 et 2 ans et que c'est à cette époque-là que j'ai péniblement, comme chacun d'entre nous, intériorisé des modèles de comportement et de gestion du stress, puisque l'attachement a énormément à voir avec la capacité à gérer le stress. Là, mais je reviens tout à fait sur mon opinion. Bon. Je remercie Olivier et toute l'équipe formidable qui est avec lui, dont je parlais comme étant mes figures d'attachement professionnelles, de me donner la possibilité de parler de l'attachement, qui est une passion, un thème qui me passionne, entre autres parce qu'il m'a permis de réconcilier une vocation ratée, qui était d'être Jane Goodall, d'aller m'occuper des gorilles, des chimpanzés, en fait Jane Goodall c'est les chimpanzés, dans la forêt vierge, africaine, amazonienne, etc. Ça a été un rêve très longtemps. J'ai fait des études de biologie et puis, mon histoire étant ce qu'elle est, je me suis orientée vers la psychothérapie. Les systémiciens et autres thérapeutes familiaux comprendront pourquoi. Mais ça a été difficile pour moi de renoncer donc à cette dimension de l'éthologie. Donc en redécouvrant l'attachement, il y a une 12aine d'années, quand je suis devenue mère,
D'abord, c'était quelque chose, je tiens à le dire, qui en France, qui est un pays très marqué par la psychanalyse, et j'ai été moi-même fortement baignée dans la psychanalyse, évidemment, dans toutes mes formations, c'était très difficile de parler d'attachement. Nicole Guédenet dit même que c'était tabou, c'était un sujet tabou, c'est-à-dire que chaque fois que, vous pouvez lire aussi Boris Cyrulnik, au début, quand il parlait de l'attachement ou de la résilience, il se faisait huer, virer, enfin, etc. C'était pas du tout accepté, c'était très conflictuel. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif. C'est juste pour dire que c'était très confidentiel et que si dans le peu de temps qui m'est imparti aujourd'hui, j'arrive à vous donner envie d'approfondir cette notion d'attachement, je serai très contente. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en ce qui me concerne, ça a changé ma vie, à la fois personnelle et familiale, puisque ça a donné une dimension extrêmement, comment dire, de conscience accrue de toutes les relations que je pouvais créer avec mes proches. Et d'autre part, ça a changé totalement ma clinique, c'est-à-dire ma manière d'être en relation avec les personnes que j'accueillais. Je crois que c'est ça qui a été le plus fondamental. Je suis sortie du... Alors je dis pas, je critique absolument pas les autres, je parle uniquement de moi quand je dis ça. En ce qui me concerne, et uniquement moi, l'attachement m'a permis de sortir d'une position dogmatique, d'une espèce de psy théorique, parfaite, etc., pour entrer dans le réel de la relation concrète, dans la relation organique, dans la relation corporelle avec la personne et les familles que je reçois. Donc ça a changé vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, quand on rentre à ce niveau de relation avec les autres, ça devient compliqué de gérer toutes les choses qui se passent dans cette dimension organique et corporelle de la relation. On appelle ça, dans une des méthodes que j'ai étudiées, qui s'appelle l'analyse psycho-organique, c'était avant l'attachement, on appelle ça le contre-transfert organique, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait de toutes ces réactions physiques, physiologiques qui nous prennent quand on peut recevoir quelqu'un. Donc depuis, j'ai décidé, aussi je suis mère adoptante, je tiens à le dire, parce qu'au départ, il y a eu une sorte de rencontre entre le fait, j'ai découvert la théorie de l'attachement, je l'ai approfondie, pas découvert, mais je l'ai approfondie aussi, parce qu'on en parle pas mal dans le champ de l'adoption. C'est dommage de n'en parler que dans le champ de l'adoption. C'est dommage que des associations qui travaillent, par exemple, sur les problèmes au niveau de l'attachement soient consultées en général à 95% par les familles adoptantes, parce que je peux me rendre compte à quel point cette dynamique de l'attachement est importante, évidemment, dans toutes les familles. Alors, Nicole Guédenet, qui est la grande spécialiste française de l'attachement avec son mari, dit dans une de ses interventions, pour parler de l'attachement, il faudrait que je vous emmène dans un zoo ou dans un parc avec des mamans, avec leurs petits-enfants. Alors bien sûr, ce n'est pas le genre de lieu où je peux vous amener aujourd'hui, et ce n'est pas le genre de lieu où en général les grands professeurs universitaires vous amènent spontanément, il faut vraiment insister. Et pourtant c'est là qu'on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Et pour essayer de rentrer un petit peu là-dedans, je vais partir de mon titre, s'attacher pour survivre, parce que dans la dimension d'attachement que je vais essayer de définir pour que vous ne la compreniez pas par analogie, que vous ne la banalisiez pas en disant « Ah, mais elle parle du lien, ah, mais elle parle de ceci ou de cela », je vais essayer au moins que vous sortiez avec une définition précise de l'attachement. Donc j'ai mis « s'attacher pour survivre », parce qu'un parent, ça sert d'abord à ça. Un parent, ça sert à survivre. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est tellement beau tout ce qu'on peut élaborer, tout ce qui se passe autour de la parentalité. C'est tellement formidable, il y a tellement de symbolique, tellement de sentiments, tellement d'affects, tellement de théories, tellement de tout ce que vous voulez, qu'on oublie que d'abord, un bébé, ça a besoin d'une figure d'attachement et une mère, une maman, osons le dire, parce que sinon ça meurt, tout simplement. Et c'est quelque chose qui a été prouvé, par exemple, dans les orphelinats roumains, oui, qui a été prouvé dans les orphelinats roumains ou dans d'autres structures très déficientes en termes de soins relationnels et de contact physique avec les bébés. C'est qu'un bébé, ça meurt de manque d'attachement, enfin de manque,
vais préciser l'attachement tout à l'heure, en tout cas, de manque de réponse à son besoin d'attachement, même s'il est nourri physiquement, il va en mourir. Vous voyez? Donc, un parent, ça sert à survivre. D'abord, ça n'enlève rien à tout le reste, mais d'abord, ça sert à survivre. Et il y a une petite fille de 6 ans, bon, c'est rapporté dans une séance de thérapie familiale, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien que je ne pense pas qu'elle soit parmi nous, mais on ne sait jamais, on peut reconnaître toujours. Et une petite fille donc, de 6 ans qui, devant les massacres qu'il y a eu en Syrie, là vous savez, les massacres d'enfants, elle s'est retournée vers sa maman et elle a dit « Maman, il ne faut pas gaspiller les enfants ». Et j'ai trouvé cette phrase vraiment extraordinaire, hein, comme si les enfants, ben voilà, quoi, sans le contrôle des naissances, sans la conscience, etc., c'était de la chair à canon, c'était de la chair à saucisse, c'était quelque chose qui se faisait comme ça. Et malheureusement, dans beaucoup de sociétés, c'est très difficile de sortir de ça et d'arriver à une véritable... Enfin, moi, je suis totalement pour le contrôle des naissances et la parentalité consciente. Je crois que c'est une évidence à notre époque qu'il faut en arriver à la parentalité consciente. C'est ce que j'appelle la parentalité consciente. Donc, la petite fille de 6 ans, il ne faut pas gaspiller les enfants. Et on va sauter de cette petite fille. Enfin, je vais pouvoir vous en parler à ce qui se passe dans la forêt amazonienne avec les chimpanzés, les bonobos, et vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Donc les plus proches de nous, c'est les chimpanzés et les bonobos. Ensuite, un peu plus loin, des cousins un peu plus lointains, vous avez les gorilles. Et enfin, bien que personnellement ce sont ceux dont je me sens le plus proche, il y a les orang-outans, où on s'est séparés encore plus en avance. Et alors il y a des choses très intéressantes à prendre dans la vie de ces grands singes. Donc je vais parler d'eux au niveau très rapidement de la maternité, vous donner quelques chiffres qui me marquent. Par exemple, chez les chimpanzés, où les femelles qui ont des bébés sont protégées par un mâle dominant qui est chargé de les protéger entre autres des autres mâles. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que l'allaitement dure 4 ans. Et les grossesses sont espacées de 4 à 5 ans. L'allaitement dure 4 ans. Et les petits restent près de leur mère jusqu'à 9 ans. L'autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que les chimpanzés, comme d'ailleurs tous les autres grands singes, deviennent parents très tard. Ça donnerait en équivalent masculin. Alors là, pour le coup, Lacan se régalerait. Non, alors je disais en équivalent humain, ça donnerait des parentalités entre 25 et 30 ans. Hein, donc pour une première maternité, pour les grands singes, ce serait vraiment entre 25 et 30 ans. Donc c'est pas du tout précoce, ils attendent vraiment d'être matures. Moi c'est ça que je trouve très intéressant. Donc ensuite, ils ne sont pas obsédés par la séparation des bébés avec leur maman. Hein. Ils n'ont pas l'obsession qu'il faut absolument que vite, le père arrive pour couper le lien, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir un excès de fusion. Hein. Et alors, il y a autre chose qui est sympa, c'est que c'est les plus vieilles femelles qui sont choisies par les mâles pour la reproduction chez les chimpanzés. Parce que leur idée, c'est que ce seront des meilleures mères, qu'elles ont plus d'expérience. Et peut-être si certains parmi vous ont été élevés par des grands-parents, il y a souvent des expériences comme ça. Alors, chez les bonobos, on les connaît bien parce que c'est un matriarcat. C'est une autre sorte de chimpanzé. Les femelles sont dominantes, pas les mâles. Le mâle doit être adoubé par la femelle dominante pour avoir le droit de se manifester sexuellement. Et puis ils utilisent la sexualité pour plein de choses. Et alors là, qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, que les bonobos, donc dans un matriarcat, ils restent très proches de leur mère une fois adultes. Ça ne te plairait pas, Pascal, parce que là, la séparation, c'est pas trop génial. Alors, dernier point, les orang-outans, et après je vous lâche avec les singes. Les orang-outans, ce qui est super intéressant, c'est que le bébé est sevré à 4 ans. Par contre, il peut être allaité jusqu'à 7 ans, hein,
largement 14-15 ans, il peut être allaité jusqu'à cet âge-là en situation de stress. C'est-à-dire que les grands singes sont vraiment très doués en termes de gestion du stress et de compréhension du mécanisme du système d'attachement et de comment le réguler. Ensuite, les autres animaux nous amènent beaucoup d'indications. Par exemple, en 2 mots, les oiseaux nous parlent beaucoup. Vous savez que les cygnes, par exemple, sont fidèles à vie. Et ils sont très paritaires, les oiseaux, parce qu'ils sont obligés de se relayer. Vous avez tous vu, j'imagine, la marche de l'empereur. Ils sont obligés de se relayer pour couver les œufs, donc ça fait des couples très paritaires, très égalitaires. Donc là, je parle du lien entre l'attachement et le couple, que bien sûr, on ne pourra pas développer aujourd'hui, je le dis tout de suite, et pour en arriver à la mort, bien sûr, puisque, comme tu l'as bien dit, Pascal, l'attachement est une dimension totalement transversale. Les éléphants ont été beaucoup étudiés pour leur culture et leur transmission de rituels autour de la mort. Il y a quelque chose de très beau au niveau de la mort chez les éléphants, très touchant, surtout quand on est dans des situations où on est en contact avec des deuils ou des choses comme ça. C'est qu'ils disent au revoir à celui qui va mourir avec leur trompe. Ils ont une sensorialité très développée. Et donc ils se mettent autour et puis ils font comme ça des grandes caresses avec leur trompe, puisque c'est un organe qui chez eux, comme si quelque part ils les autorisaient. Ils autorisaient l'éléphant, j'allais dire la personne, l'éléphant à mourir. Et autre chose qui est intéressant, par exemple un petit éléphanteau d'une dizaine d'années va reconnaître l'odeur de sa mère morte plusieurs années après que sa mère soit morte, va être capable de la différencier parmi des tas d'ossements d'éléphants. Donc c'est quand même des choses extrêmement importantes qui nous fait, j'espère, un petit peu, enfin en tout cas moi c'est sûr, revaloriser l'idée d'une spécificité humaine. Bien sûr qu'il y a des spécificités humaines, mais en ce qui me concerne, je préfère comprendre, comme d'ailleurs d'autres philosophes, d'autres personnes, la spécificité humaine dans une continuité et pas dans une rupture avec ce qui se passe dans la nature et chez les animaux. Alors, vous me suivez jusque-là? Merci. C'était loin la forêt amazonienne. Donc là, maintenant, je vais rentrer plus précisément dans ce qui pourrait être une définition précise du système d'attachement et de son corollaire chez le parent, parce que le système d'attachement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, et plus tard dans le couple, chez l'adulte et au moment de la mort, c'est ce qui se passe dans l'enfant à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de l'adulte. Donc quand on parle comme ça d'attachement, je suis attaché, tu es attaché, etc., non. C'est un système très spécifique qui a son corollaire, enfin je ne sais pas comment dire, la chose qui lui répond, qui s'appelle le système de caregiving chez le parent, caregiving, donnage, don de soins, si vous voulez, c'est-à-dire que ce sont les actes parentaux, les comportements parentaux qui vont répondre aux besoins d'attachement de l'enfant. Donc l'attachement, c'est un remarquable système motivationnel, c'est-à-dire motivationnel centré sur un but, centré sur un objectif, qui est destiné à la survie et à l'évolution de l'espèce et qui existe donc y compris chez l'homme. C'est un système neurophysiologique qu'on a beaucoup mis en évidence, évidemment, par l'éthologie, par l'étude des comportements animaux, et encore plus maintenant avec l'évolution des neurosciences qui sont passionnantes. C'est très intéressant de voir tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'attachement et le besoin du bébé qui se trouve en situation d'alarme ou de détresse. Donc, vous voyez, c'est très précis. Ce n'est pas le lien. C'est le besoin du bébé en situation d'alarme ou de détresse. Quand le système d'attachement est toujours, on pourrait dire, en veilleuse dans le cerveau. Et quand il rencontre ce bébé, une situation d'alarme ou de détresse, il se met à faire pimpon, à s'allumer de tous les côtés. Il va émettre des signaux qui ont pour but, évidemment, de le rassurer, de répondre à son besoin de sécurité, d'être protégé, d'être consolé, s'il a un chagrin, ou de répondre à ses besoins primaires que sont la faim, la soif ou le sommeil.
Donc ces signaux sont destinés à provoquer chez l'adulte le système motivationnel complémentaire, donc j'ai nommé, enfin qui s'appelle le caregiving, qui est le fait de prendre soin de l'autre et de ses besoins. Le but étant de rétablir une sorte d'homéostasie, enfin un équilibre qui va permettre à l'enfant de se détendre et de se poser. Et maintenant, si je vous demande de penser une seconde vers qui vous vous tourneriez dans votre vie, là, aujourd'hui, si vous vous sentez en situation d'alarme ou de détresse. Pensez à la personne, aux personnes vers qui vous iriez. J'imagine qu'il n'y en aurait pas 50, enfin peut-être que je me trompe, mais j'imagine qu'il n'y en aurait pas 50. Sûrement, quand je vous ai dit ça, il y a une personne qui est venue en priorité, et peut-être, si vous êtes bien, 2 ou 3 personnes supplémentaires. D'accord? Enfin, plus de 3, levez la main. Donc ça, c'est une chose essentielle. Par contre, si je vous dis, ce soir, on va faire la fête, là, j'imagine que tout de suite, il y a plein de monde que vous avez, enfin plein de monde, plus de monde que vous avez envie d'inviter. Donc, il y a sûrement, d'ailleurs, des personnes qui font partie des 2 camps, si j'ose dire, et puis d'autres peut-être pas. Peut-être qu'il y a une de vos figures d'attachement que vous n'avez pas envie de socialiser, que vous n'avez pas envie d'amener dans la partie fête. Donc, le caregiving, cette capacité à prendre soin de l'autre de manière adéquate et avec bienveillance, cette réponse adaptée aux besoins d'attachement est une partie essentielle de la parentalité et une nécessité vitale pour le bébé. Donc, en plus, au niveau des conséquences qui sont étudiées du besoin d'attachement, il est clair que c'est une nécessité vitale pour le bébé, mais ça continue à l'être, c'est-à-dire que adolescents, adultes, malades, par exemple, dans les personnes qui sont malades, on se rend compte à quel point le système d'attachement est activé et à quel point c'est... Vous savez que maintenant, il y a des ateliers d'humanitude, je ne sais plus comment ça s'appelle, humanitude, je crois, oui, pour apprendre au personnel soignant à se construire, à se conduire de manière, enfin, en éveillant leur caregiving et en étant sensible. Et bien sûr, à la fin, alors ce qui est paradoxal, c'est que à la fin, ça Joël pourra en parler beaucoup plus, j'en dis juste un mot, le manque de réponse aux besoins d'attachement peut faire que la personne n'arrive pas à mourir. C'est comme si, d'une certaine manière, elle ne se sentait pas accompagnée comme par les trompes de l'éléphant et que ça l'empêche de lâcher. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose, je ne sais pas, comme si quand votre enfant part en colonie de vacances, bon, mais il faut un dernier geste, un dernier câlin de maman, un dernier paquet de bonbons de papa, un dernier paquet de bonbons dans le sac pour que, clac, il puisse rentrer dans le bus. Et là, par rapport à la mort, on se rend compte à quel point c'est difficile aussi, à quel point c'est important de répondre à ce besoin d'attachement. Alors, pourquoi je ne parle pas du mot amour? J'ai combien là, Pascal? 3 minutes. Donc, formation. Bon, j'ai quand même terminé avec ça. Alors, pourquoi ne pas employer le mot amour? Justement, parce que l'attachement, c'est de l'amour concret. On peut être un parent extrêmement maltraitant et aimer son enfant. Ça, c'est en thérapie familiale, en accompagnement familial, on le rencontre très souvent. Donc un parent peut aimer son enfant et être incapable de caregiving positif à cause de sa propre histoire, à cause de ses difficultés, etc. Par contre, vous pouvez très bien avoir votre caregiving, c'est-à-dire votre capacité à être sensible à la détresse et aux besoins de l'autre, activée avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Si par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous êtes dans un bus et que tout d'un coup vous voyez quelqu'un qui fond en larmes, etc., vous la connaissez, vous le connaissez ni d'elle ni d'Adam. Si vous avez cette fonction, vous, d'empathie, mais aussi de caregiving activée, vous allez avoir un geste vers lui, sans l'aimer. Sans l'aimer. Vous n'avez pas besoin d'aimer pour ça. Alors, j'ai terminé par une petite histoire.
qui est dans un livre, parce que j'ai toujours du mal à parler de situations je veux dire, qui concernent des personnes que j'accompagne en thérapie familiale. Je le fais, mais avec modération. Je le fais dans les formations, parce qu'il y a des plus petits groupes, et je trouve que c'est plus sécure pour parler de ça. Donc ça, c'est issu d'un livre, mais je trouve que c'est très signifiant par rapport à la différence entre l'attachement et l'amour. C'est une mère qui battait tous les soirs son petit avec une pantoufle. Et elle arrive en thérapie familiale et elle raconte comme ça qu'elle bat tous les soirs avec son enfant avec une pantoufle. Évidemment, le psy, là, tout de suite, le travailleur social, etc. Quoi, la mauvaise mère, signalement d'urgence, enfin tout ce que vous voulez, etc. Du coup, système d'attachement rouge du psy, sentiment de danger, de devoir protéger, tout ça. Et donc cette collègue, puisque c'est une psychothérapeute, au lieu de rentrer là-dedans, ce qu'elle a ressenti bien sûr comme tout le monde, hein, au lieu de moraliser, de juger, lui a simplement demandé, dans une clinique centrée sur l'attachement, parce qu'il y a de plus en plus des cliniques centrées sur ce système d'attachement et sur la réponse à ses besoins d'attachement, pourquoi est-ce que vous le battez avec une pantoufle ? Vous voyez, c'est peut-être pas la question spontanément que vous auriez posée. Et la maman a répondu, mais vous savez, quand j'étais petite, mon père me battait tous les soirs, mais avec sa ceinture. Et la boucle de la ceinture qui était en fer me faisait très 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 mal. Alors j'ai pensé que battre mon enfant avec une pantoufle, ce serait plus doux. Ce serait plus... voilà, ça lui ferait moins mal. Donc vous voyez à quel point, là, évidemment, à ce moment-là, la psy a pu dire à cette maman, bon, mais vous voyez peut-être que votre enfant, il n'a pas du tout connu la même chose que vous, il n'est pas habitué à ce type de comportement, ça va l'effrayer, ce que vous faites avec votre pantoufle. Peut-être qu'il est possible de faire autrement. Mais là, on avait pu sentir à quel point c'était un geste d'amour qui faisait que la maman frappait son enfant avec une pantoufle, parce que c'est plus doux que la boucle de la ceinture. Voilà. C'est important de vérifier le réel de la relation et le système d'attachement et son corollaire, le Kerguelen, nous parle vraiment de l'enfant réel et du parent réel, j'entends par réel, concret, incarné, là, ici et maintenant. Voilà. Merci de votre attention. Merci Marie-Josée. Est-ce que, juste une question par rapport à ce que tu as dit, tu dis une mère peut aimer son enfant, vraiment, et ne pas être justement dans ce caregiving. L'enfant va grandir là-dedans avec du manque. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que ça se répare? C'est toute la question que tu peux en mettre là. C'est toute la question de ce que Boris Cyrulnik a popularisé avec la notion de résilience, bien sûr. Moi, je crois à fond que ça se répare, sinon j'aurais jamais été vers l'adoption pour devenir mère. Et c'est quelque chose qui est vraiment auquel je crois depuis très longtemps. Après, il n'y a rien de parfait dans la vie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de penser à une parentalité idéale, à un enfant idéal, à un lien qui serait parfait. L'essentiel, c'est de ne pas, dans une relation qui va respecter les besoins d'attachement de l'enfant, ce qui est essentiel, c'est de ne pas provoquer chez lui de l'effroi. Les plus gros troubles de l'attachement, les vrais troubles de l'attachement, ce qu'on appelle la désorganisation de l'attachement, c'est quand l'enfant a été soumis à des situations qui ont provoqué chez lui de l'effroi. Je n'emploie pas le verbe effrayer, parce que si je dis effrayer, vous allez dire, ah, il y a